Bienvenue dans le Grand News, je suis très heureux de vous retrouver. À la une ce soir, il y a 3 ans, un ancien consultant de l'agence de sécurité américaine, Edward Snowden, transmettait à des journalistes des documents explosifs. Voici pour vous ce soir l'enquête de Martin Uttersinger et de Jacques Pour Follot. beaucoup, le personnage Edward Snowden appartient au passé. On pensait que l'essentiel des révélations avait été faites en 2013-2014. En fait, non. Tout d'abord, le stock d'archives a été depuis sécurisé. On a pu, et c'est vrai, travailler directement sur l'ensemble du stock. Oui, mais pourquoi on n'a pas eu accès plus tôt? 3 ans, c'est long au final. Ces informations, le plus tôt on les a, le mieux c'est, non? 3 ans, c'est long, mais nous, au début, par exemple, donc Le Monde a déjà travaillé, si vous voulez, sur une partie des documents, mais ça n'était pas un accès direct sur le stock d'archives, c'était un travail direct sur les documents. Il nous en reste encore quelques-uns, mais c'est un long travail d'exploitation. Souvent, ce sont des documents techniques. Et il faut comprendre dans quel environnement ils s'inscrivent. Il faut comprendre, il faut leur donner du sens. C'est-à-dire, ça fait combien de temps que vous êtes là-dessus, Martin Uttersinger? Vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous avez eu accès justement à ces documents? Malheureusement, on ne peut pas donner notamment les conditions de sécurité qui entouraient cet accès. On a été à New York, à The Intercept, qui est le site qui détient cette archive, dans lequel on a travaillé pendant plusieurs jours. Et ensuite, on a travaillé. C'était il y a longtemps? C'était au printemps, il y a quelques mois. Et depuis, on travaille sur les documents dont on a identifiés. Voilà, et comme le dit très bien Jacques, ça nécessite énormément de travail, de contextualisation, de vérification, ce qui explique pourquoi voilà, les 3 ans et pourquoi maintenant. Avant de pouvoir travailler sur un matériau aussi sensible, il faut aussi construire une relation de confiance, non seulement avec certains des fondateurs de The Intercept, donc Glenn Greenwald, Laura Poitras. Justement, pourquoi Le Monde? Et derrière, et en amont aussi, donc une fidélité et un respect à des règles qui ont été édictées dès le début par Edward Snowden lui-même. D'accord, donc ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a eu un long laps de temps parce qu'il a fallu construire une relation de confiance entre les personnes les 2 journalistes, donc Glenn Greenwald et Laura Poitras, qui ont tous ces documents, une relation de confiance entre eux et vous-même pour pouvoir au bout d'un moment dire voilà, Le Monde peut venir regarder ces documents et faire sa. D'autant que The Intercept a aussi décidé à un moment donné d'élargir. Le Monde est le premier, mais normalement d'autres médias vont se succéder après nous pour accéder directement à ce stock entier. Donc ils étaient aussi dans une étape supplémentaire dans leur collaboration avec les autres médias. Et aujourd'hui, Edward Snowden, est-ce qu'il a encore son mot à dire? Parce qu'en fait, il a donné tous ces documents. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il peut dire oui ou non tel journal à partir du moment où il décide de quitter la NSA, d'aller à Hong Kong, de transmettre justement toutes ces archives de la NSA à Glenn Greenwald et Laura Poitras, il dit clairement, moi, mon rôle s'arrête là. Maintenant, c'est un travail de journaliste qui doit être fait. Donc c'est de rendre intelligibles ces documents-là, d'être en mesure d'expliquer à l'opinion, aux populations ce que ça signifie. Et donc lui, d'une certaine manière, il est sur un contrat de confiance avec les gens à qui il a transmis ces documents, à charge justement à ces personnes, y compris à nous, de rester fidèles à cette ligne déontologique et de principe. Et vous êtes en contact avec Edward Snowden? Vous avez eu un contact Alors avec lui, pour cette enquête, non, pas du tout. C'était vraiment, voilà, comme l'a dit Jacques, un partenariat journalistique avec The Intercept. Voilà, c'est comme l'a dit Jacques, Edward Snowden est à Moscou, donc il a un permis de séjour qui expire à l'été prochain et ses avocats ont demandé à l'automne une grâce présidentielle à Barack Obama, mais qui a, je pense, peu de chances d'aboutir. On voit que finalement, sa démarche, elle vise simplement l'intérêt général, elle vise des libertés publiques et individuelles, et que c'est vrai que tout ça, si ça peut participer finalement à une forme de réhabilitation sur sa démarche, et voilà, alors ce qu'il a fait est peut-être au regard du droit illégal, mais sur un point de vue moral, c'est sans doute non seulement justifié, mais très appréciable pour l'ensemble de la collectivité. Le 8e film du réalisateur québécois Denis Villeneuve met en scène l'arrivée spectaculaire de 12 vaisseaux extraterrestres. Alors, est-ce que vous y croyez ou non? Mais en tout cas, c'est notre film à retordre et c'est pour vous ce soir. Le
8e film de Denis Villeneuve met en scène l'arrivée spectaculaire de 12 vaisseaux extraterrestres à différents endroits du globe. Une linguiste incarnée par Amy Adams est chargée d'établir un premier contact afin de comprendre les raisons de leur venue. Il y a quelque chose qui est indéniablement réussi dans Premier Contact, c'est la représentation des extraterrestres. À la fois très inquiétant par leur taille et par le fait qu'au début du film, en plus, on ne les comprenne absolument pas. Et en même temps, d'une douceur incroyable, par leurs gestes très fluides, et puis par ces jets d'encre qui forment des dessins très abstraits, qui sont en réalité leur manière de s'exprimer. Villeneuve trouve une troisième voie entre la guerre des mondes, l'attaque, la défense désespérée des terriens, et rencontre du troisième type qui est l'utopie, la renaissance de l'humanité grâce à cette arrivée. Il le fait par une invention visuelle qui vraiment m'a ébloui et que je n'attendais pas tout à fait de Villeneuve. Il a fait des films comme Incendie, Prisoners, etc. C'est pas un cinéaste qui s'est distingué par une forme ni d'élégance, ni de grâce, ni de subtilité. Et là, en réalité, en dehors de ces scènes d'extraterrestres qui sont effectivement très réussies, je trouve que le film est pâteau aussi bien dans le scénario que dans la forme. Denis Villeneuve aime bien brasser des grandes idées et le fait pas toujours avec beaucoup de légèreté. Mais il y a quelque chose que j'ai trouvé subtil dans le film, c'est la question de la langue, de la communication, des signes, du signifié. Il y a beaucoup de choses qui jouent là-dessus, même avant qu'on aperçoive pour la première fois les extraterrestres. Tout ça me paraît assez excitant intellectuellement, surtout si on compare au tout venant de la production de science-fiction américaine de ces dernières années. Le film traite aussi le thème du deuil. Dès le prologue, le personnage de Louise Banks est marqué par la perte d'un être cher. Un peu gnangnan, un peu mièvre, un peu une idée de voilà, chaque petit moment de la vie mérite d'être vécu, etc. Je ne pense pas que le film de Denis Villeneuve soit mièvre. Je pense qu'il est plus intéressant dans sa recherche et dans sa représentation des grands questionnements que, effectivement, dans l'étude fine du rapport entre une mère et sa fille, rapport qui est placé sous l'ombre de la mort. Elle est en proie à une sorte de grande mélancolie, il y a quelque chose de complètement dévitalisé chez elle. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dans l'air du temps. Il y a beaucoup de films de réparer les vivants. Il y a un très très beau film qui va sortir bientôt qui s'appelle Manchester by the Sea. Ça revient beaucoup des histoires de parents qui refont un apprentissage de la vie, mais comme ça dans un espèce d'univers de cendres. Je me demande, en voyant tous ces films qui parlent de deuil, qui sont sortis, qui vont sortir, si on c'est pas aussi le symptôme du deuil anticipé d'un monde qu'on sait voué à disparaître. Et du coup, on s'installe dans une position de deuil permanent. Et de ce point de vue-là, Premier Contact est tout à fait en phase avec l'époque. Après cette première incursion remarquable dans le domaine de la science-fiction, Denis Villeneuve est aux commandes de la suite de Blade Runner de Ridley Scott, l'un des piliers du genre, sortie prévue fin 2017. Well, they're not leaving. Voici à présent 5 conseils pour bien réviser ses examens scolaires, comment anticiper ses révisions, comment limiter le stress. Nous avons demandé à Anne-Claire Chaumette de vous répondre. Alors normalement, si vous révisez un partiel, le partiel vient clore déjà un semestre où vous avez eu des TD. Donc le partiel, vous l'avez révisé au cours de l'année, avec vos préparations en TD tout le long de ce semestre. En revanche, les examens qui viennent clore des enseignements en cours magistral, eux n'ont pas fait l'objet de TD. Et là, il faut essayer de les réviser, idéalement tout le long de l'année. Mais généralement, on sait que les étudiants ne s'y mettent pas, s'y mettent au dernier moment. Et il faut au moins s'y mettre 2 semaines en avance.
Le mieux, c'est de régulièrement, chaque semaine, de préparer des fiches. Alors des fiches qui reprennent le plan du cours, mais également des fiches thématiques sur des thèmes sur lesquels les enseignants ont pu insister au cours de leurs enseignements. Ensuite, il faut évidemment s'entraîner sur des exercices que vous pouvez obtenir avec des annales ou bien éventuellement en récupérant les TD de certains camarades qui suivent ces TD. Donc je dirais que l'idéal pour se préparer, c'est de travailler le plus régulièrement possible. On ne peut pas s'approprier un cours simplement en relisant ce cours. Ces fiches, elles vont vous permettre de comprendre, de vérifier si vous avez compris le cours. De plus, il ne faut pas vous limiter vraiment à afficher le cours de votre enseignant. Il va falloir aller le compléter avec des lectures, des manuels ou des articles. Et c'est en fait ce produit qui va constituer vos fiches. Et c'est grâce à ces fiches que vous allez vérifier si vous avez bien compris et que vous maîtrisez le cours. Moi, je vous dirais de mettre de la couleur, de les écrire manuellement également. C'est votre écriture qui va faire un premier effort d'apprentissage. Les taper à l'ordinateur, ça ne servira à rien. L'idéal vraiment, c'est là encore de les écrire à la main, avec un stylo à l'ancienne, qui va faire une première étape d'apprentissage, de mettre de la couleur, du fluo, pour faire des focus sur des thèmes. Également les dates, si vous avez des dates, des cas particuliers que vous devez retenir, des notions. Donc éventuellement faire également des fiches de définition peut être également une très bonne manière de faire des fiches. On va y supposer une révision sur 2 semaines de plusieurs examens. Sur ces 2 semaines, il faut que vous révisiez régulièrement, tous les jours, de la même manière, que vous organisiez votre journée exactement de la même manière pour rythmer vos journées. Ensuite, selon les personnalités, soit vous allez réviser une journée, une matière, ou bien 2 matières par journée, une matière le matin, une matière l'après-midi. Ensuite, il faut toujours que vous vous réserviez des heures de pause dans cette journée. Vous ne pourrez pas retenir l'ensemble d'un cours si vous ne faites pas des pauses à un moment donné dans la journée. Et ce doit être des pauses efficaces, c'est-à-dire soit du sommeil, des petites siestes d'1 heure, pas plus, soit aller marcher, faire du sport pendant 1 heure. Il faut que ce soit des pauses maîtrisées, courtes, mais efficaces. Alors, le stress peut provenir de deux choses. Soit on est physiologiquement stressé, soit on est stressé parce qu'on n'a pas assez appris. Donc, il y a un élément qui peut être corrigé. Apprenez votre cours. Plus vous serez préparé, moins vous serez stressé. Ensuite, pour les personnes qui, malgré leur apprentissage et leur maîtrise du cours, ne parviennent pas à arrêter ce stress, il y a des petits trucs. Des petits trucs qui vont par exemple, bien préparer vos affaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, respirer, apprendre à respirer, prendre éventuellement des traitements à base de plantes qui vont essayer de vous calmer, des plantes qui s'achètent en pharmacie bien sûr. Et ensuite, par contre, et l'autre élément, il faut aussi, là encore, se reposer, puisque plus vous allez être fatigué, moins vous allez avoir de résistance au stress. Donc voilà les conseils que je peux donner. Ensuite, si le stress devient maladif, je pense qu'il faut aller peut-être se faire aider. Dans un instant, la méthode de Jean-Pierre Buffet. Prochaine rediffusion du Grand News, c'est à 22h55 sur News TV. Je vous retrouve demain, bien sûr, à 20h30 dans le Grand News. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée. Et comme dirait notre ami Yves Morosi, au revoir. À demain, bonne soirée.